Les vivants résistent en disant non, c'est-à-dire le cancer. Si l'idée est que les percherons, à un moment donné, disent non et ils chantent de l'international, non. Les percherons résistent parce qu'ils meurent. La globalité, c'est une invention coloniale. Il n'y a pas de globalité. Alors la question, c'est ça. Comment on trouve des agirs locaux? Vivre dans la dictature, c'est assumer les défis que la dictature pose, c'est-à-dire la lutte pour la liberté. Les vecs, les nanas, tu vois, ils sont contents parce qu'ils fonctionnent. Ils font comme les chiens, tu vois, prenez les caniveaux, tu vois, ils font ce qu'il faut faire au moment qu'il faut les faire. Alors c'est très anxiolytique, ils sont contents, tu vois, ils sont contents. Les névrosés typiques, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de la cage d'une vie personnelle. Ça y est, on est arrivé à la capitale. Alors là, on s'est retrouvé chez Christian, qui a l'association Rencontres et Débats Autrement et qui a organisé ce soir à la Cité Internationale une rencontre avec Miguel Benassayag, qui est le philosophe qui nous a préfacé notre ouvrage. Christian, il a aussi une chaîne YouTube, celle-là, où il y a plein de conférences, des séminaires, il y a vraiment plein d'informations, c'est vraiment très intéressant. Allez voir, vous verrez, vous serez sans doute pas déçus. C'est l'heure d'y aller, on va aller rencontrer Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour. Miguel, tu nous as fait l'honneur de préfacer notre ouvrage et d'une certaine manière, c'est ce qui nous a permis cette rencontre. Tu es philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie. Tu as écrit aussi beaucoup d'ouvrages. Moi, je vais en citer quelques-uns. Le mythe de l'individu, Éloge du conflit, avec Angélique Delrey. De l'engagement dans une époque obscure, aussi avec Angélique. Cerveau augmenté, homme diminué. La singularité du vivant. Des nouvelles figures de l'agir avec Bastien Cany. Pour finir, je crois que c'est le dernier, contre-offensive, agir et résister dans la complexité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la complexité pour toi? Alors écoute, la complexité, pour le dire comme ça, non, c'est pas simplement le fait de dire que les choses sont complexes dans la vie, non, c'est pas non plus une théorie, c'est aussi une théorie, mais la complexité, c'est quelque chose que l'Occident a découvert comme une sorte de rencontre comme ça un peu catastrophique, non? Parce que tout l'Occident, qu'on appelle Occident colonial, etc., non, la modernité, s'est construit sur une vision très linéaire, très conquérante, très virile, non, du monde, qui est théorisée par Descartes quand il dit l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. L'homme, et là c'est l'homme, non, c'est maître et possesseur. Alors effectivement, l'Occident a construit un tas de savoirs, des pratiques magnifiques, énormes, mais ce qui était sa force fut aussi sa faiblesse. C'est-à-dire, on fait, on y va, problème-solution comme ça, et pour résoudre un tas de choses qu'ils considéraient comme des problèmes, ils ont développé une puissance énorme, mais à la fois, cette puissance s'est retombée sur eux-mêmes, non, sur nous, sur tous, non, parce que la puissance de modification, de transformation de la modernité est tellement grande qu'elle finit par modifier et transformer l'ensemble de la planète jusqu'au fond des océans, jusqu'à l'atmosphère, n'est-ce pas? Il n'y a pas une espèce qui ne soit pas modifiée, affectée par l'agir des humains. Et alors, à un moment donné, cette montée comme ça vers la puissance connaît un top, et ce top est, on l'appelle l'émergence de la complexité. Et la complexité veut dire quelque chose sur lequel Alexia et toi vous travaillez, qui est les liens. Les liens du vivant, l'effet de que la nature n'est pas quelque chose d'extérieur à l'humain, dont on pourrait se rendre maître et possesseur, nous sommes dedans cet ensemble, n'est-ce pas? Et que Spinoza, il dit, l'homme n'est pas un empire dans l'empire, c'est-à-dire que on a les mêmes lois, on est soumis aux mêmes lois, on a voulu les ignorer, et maintenant, espérons que ce soit pas trop tard. Bon voilà. Alors, quand je dis que je m'intéresse beaucoup aux expériences comme la vôtre, hein, c'est parce qu'effectivement, maintenant, la question s'est ouverte toute une époque d'exploration. Une époque de destruction d'un côté, mais parallèlement à la destruction, c'est une époque d'exploration. Il faut explorer comment habiter la planète, comment habiter le quotidien, comment consommer, comment désirer autrement,
parce que il y a quelque chose qui dit rien ne va plus. Une des définitions de la modernité qui fait consensus, c'est quelque part celle de la séparation entre le sujet et l'objet. Et en quoi, selon toi, ce rapport moderne à la Terre favorise-t-elle son exploitation? Alors, tu vois, la séparation, c'est une idée qui, scientifiquement même, était très fondée. Tu vois, c'est Newton, non, la pensée de Newton, de que le monde est fait des objets séparés entre eux, qui sont simplement des rapports comme ça, des entrechocs, des rapports d'extériorité entre eux. Alors, par rapport au traitement de ce qu'on appelle la nature, parce que, bon, voilà, on considérait que là, il y avait une forêt, je vais traiter cette forêt avec un point de vue comptable, d'exploitation, s'il y a un problème, donc je vais mettre les engrais, vous voyez, c'est-à-dire, toujours cette histoire de conquérir, non? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une séparation de fait, parce que ça veut dire que l'humain qui agit sur ce qu'il appelle la nature, il se pense et il agit comme séparé, non? Et la modernité a séparé tout, c'est le monde binaire, hein, c'est-à-dire c'est le temps et l'espace séparés, chose qu'en physique on ne peut plus penser ça, par exemple, mais bon, homme, femme, animal, végétal, humain, animal, comme ça, c'est le monde, poum, 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 de la mise en case, non? La mise en case, la mise en norme, la mise en forme, très, très rigide. Alors, ça, d'un certain côté, effectivement, jusqu'à un certain moment, ça marchait, c'est-à-dire, on multipliait la production, on démultipliait les bénéfices, etc. Et tout à coup, cette séparation a montré, cette séparation que, là tu es toi là, moi je suis là, on dit bon voilà, il y a une séparation. Dans une certaine situation, cette séparation correspond à un niveau de réalité. Mais si on va plus au fond, on se rend compte que c'est que dans un certain niveau de réalité apparaît comme séparé, au fond, n'est pas séparé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Même ce que tu dis, ça m'affecte. Ça t'affecte, et en plus, nous sommes liés parce qu'en tant qu'humains vivant dans un lieu, effectivement, si on les regarde de l'extérieur, on est des êtres à part, ça c'est une chaise, ça c'est... Mais d'un point de vue plus fondamental, au fait, il y a quelque chose qui fait que rien n'est délié. Je te donne un exemple par rapport à l'homme, au vivant. Quand on parle des chaises et des objets, c'est plus facile de dire non, ils sont séparés, là c'est la table, là c'est la chaise. Quand on parle du vivant, moi j'ai toujours donné cet exemple parce que c'est un exemple évident. Quand on veut mettre un mec en orbite, sur la Lune, je sais pas quoi, s'il était comme une chaise, tu le mets là-haut et ciao, tu vois qu'est-ce qui se passe. Mais le vivant ne peut pas être séparé de son milieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu mets un astronaute en orbite et tu dois reproduire, je sais pas, 500 ou 600 variables qui reproduisent à peine l'atmosphère de la Terre. Ça veut dire que les mecs là, Pierre, qui est astronaute, lui il se pense comme un être séparé. Et quand il va à l'atmosphère, il se rend compte que pas du tout, qu'il faut reproduire tous les liens qui l'unissent à l'ensemble, parce que sinon il explose, quoi. Et quand Pierre revient, malgré tous les 500 ou 600 paramètres pour reproduire cet ensemble duquel il fait partie, non? Bon, il a des modifications dans la composition chimique de son sang, il a grandi parce que les os sont affaiblis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'effectivement, là, on est séparés, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on est séparés, on n'est pas fusionnés. Mais en réalité, on est séparés dans un certain niveau de réalité. Parce que nous sommes tous les deux, on fait partie et on dépend de tout cet ensemble duquel on dépend. Tu vois? Parce que si vraiment on était séparés, on irait dans l'atmosphère et on continuerait à exister. Tu vois? Alors, c'est pas évident de constater qu'on est lié. C'est pas évident comme ça dans la vie quotidienne. C'est pas évident. Tu vois? On dit mais en quoi on est lié? Tu vois? Or, je parle là biologiquement d'un point de vue physique, de la physique, tu vois. Ben voilà, tu vas à l'atmosphère et là tu vois qu'au fait, tu t'es croyé très autonome et non.
Tu dépendais des milliers et des milliers de liens plus ou moins subtils, plus ou moins évidents, qui font que ce corps qui, dans une certaine mesure, apparaît comme autonome, il n'est absolument pas autonome. Bon, la modernité agit comme si tout était autonome. Et alors, il y a un passage dans ton bouquin, dans votre bouquin, comme ça, qui est très clair, hein, c'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire par rapport, par exemple, aux pluies. Et toi, tu rappelles ces savoirs ancestrales, mais oubliés, qui est que les arbres et la forêt produisent la pluie, n'est-ce pas? Bon, cette idée est une idée que les modernes, ils ne pensaient pas comme ça, tu vois, c'est-à-dire, on veut la pluie, alors il faut agir pour la pluie. Non? En tant que, vous vous rappelez cette idée des cycles dans lesquels il y a des choses qui s'imbriquent avec l'autre, non? Donc, cette pensée, cet agir au-delà de la séparation. C'est très difficile, c'est là où votre travail est un travail qui est un vrai défi, parce que, je te répète, c'est-à-dire, pour les hommes modernes, les hommes et les femmes modernes que nous sommes encore, on continue à se vivre comme séparés. Et les gens, ils ont du mal à comprendre qu'ils sont liés, mais profondément liés. Tu vois, alors, par exemple, quand ils cherchent des liens, ils disent, oui, des liens, parce qu'on dépend les uns des autres. Non, les liens sont constitutifs, tu vois, ontologiques, on dirait, tu comprends? C'est-à-dire, et c'est ce que l'homme et la femme de la ville a du mal à réaliser. Et c'est que les ruraux classiques auxquels on les a poussés à l'hyperproductivité, bah, on a construit de toutes pièces un groupe de gens qui travaillent la terre, mais qui la travaillent avec un œil moderne, en niant cette réalité de que tout est lié, est vraiment lié, mais non pas subjectivement, parce qu'on s'aime bien. Non, on est lié parce que, comme l'astronaute se rend compte que tout seul, il explose. Dans ton combat, justement, pour protéger le vivant, j'ai l'impression que l'une de tes plus grandes contributions intellectuelles a été ton essai philosophique « La singularité du vivant », où tu critiques le réductionnisme scientifique. En faisant appel à la biologie, c'est un peu ce que tu viens de nous dire, tu rappelles qu'un être vivant n'est pas une machine. Bon, ça peut être évident comme ça, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette singularité du vivant et en quoi c'est un sujet central aujourd'hui dans la préservation du vivant ? Là, ça vient, tu vois, de ma formation plus scientifique en biologie, non? Mais c'est un sujet politique, philosophique, social très important, parce que on est dans une époque dans laquelle il faut savoir que d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune évidence de qu'il y ait une différence entre le vivant et l'inerte. Au contraire, toutes les tendances plus avancées de la recherche considèrent que dire qu'il y a une différence qualitative, c'est pas correct. Alors on dit la différence elle est quantitative, c'est-à-dire la machine peut plus que ça, l'homme peut ça, non. Alors pourquoi tout à coup s'occuper de dire non, il y a une singularité de vivant matérielle, n'est-ce pas? Parce que sinon, effectivement, la religion dit il y a une différence parce qu'il y a l'âme ou il y a l'esprit. Moi, je dis non, du point de vue matériel, il y a une différence dans l'organisation du vivant par rapport à l'organisation de la matière inerte. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le monde de la haute technologie est tellement puissant qu'il traite tout comme si tout était inerte, n'est-ce pas? C'est quand même dans la biologie, c'est la biologie moléculaire qui considère que finalement le vivant est simplement une petite différence de fonctionnement, mais qu'on peut construire le vivant ailleurs, n'est-ce pas? Alors où est le danger là? Le danger, c'est que j'ai travaillé dans la recherche en essayant de voir quelles sont les conséquences de traiter les écosystèmes, les espèces, les individus, comme si vraiment étaient des machines. Quelle est la conséquence? Et la conséquence, elle est délétère, la conséquence, elle est terrible. Mais il faut savoir quand même que la pensée majoritaire aujourd'hui, même de façon irréfléchie, les gens pensent que le cerveau est un ordinateur, que la pensée c'est un software, non? Alors, on traite tout d'une façon quantitative, d'une façon calculable. Et alors, c'est important de dire, s'ils ont raison, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ils n'ont pas raison, et les modes d'organisation de la matière
comme vivant. Je ne parle pas d'esprit ou d'âme. Je dis, il y a un mode d'organisation de la matière qui produit les vivants, qui est différent du mode d'organisation de la matière de l'inerte. Mais je veux dire par là que c'est pas que je vais à la métaphysique, où je dis l'humain possède autre chose. Non, l'humain, le vivant, est fait de la même matière et obéit aux mêmes lois physiques que le reste de l'existant. Simplement, il y a un mode d'organisation de la matière qui correspond au vivant, que si nous traitons comme si c'était des machines, on les détruit, on les met en danger. Alors, une fois encore, si tous ceux qui travaillent avec moi on ségoure, tant mieux. Mais si on ne ségoure pas, ces traitements purement quantitatifs, productivistes, extractivistes du vivant, des écosystèmes, etc., qui ignorent tous les cycles, toutes les régulations, sont très dangereux. À ce propos, dans un entretien pour critiquer justement cette dérive du réductionnisme scientifique, tu énonces ce paradoxe qu'aujourd'hui ce sont les moralistes, les religieux qui en appellent à la raison. Et je te cite, mes collègues scientifiques de laboratoire sont des fanatiques. La vérité, c'est un peu mon quotidien, tu vois. C'est-à-dire, d'une part, il y a des religieux, même les papes Francis, comme invité, tu vois, qui disent ouais, Miguel et ses collègues, tu vois, et là il y a un petit laboratoire qu'on a formé d'interbiologistes et IA, tu vois, qu'on travaille dans la recherche là-dessus. Alors Miguel et ses collègues, ils ont raison, il y a une grande différence. Moi je dis, bon d'accord, quand les religieux, je respecte leur religion, je ne suis pas du tout anti-religieux. Moi je suis athée, mais je respecte la religion comme un fait culturel, disons, n'est-ce pas? Mais la réponse religieuse aux croyantes qui dit « mais nous on connaît la différence, c'est l'âme et ciao ». J'ai dit non, c'est pas l'âme. Mais par contre, les chercheurs sont dans une dérive effectivement assez fanatique, dans le sens auquel ils sont convaincus qu'il n'y a aucune différence, n'est-ce pas? Ils sont dans une fuite en avant comme ça, technophile. Moi-même, il y a très longtemps, il y a presque 30 ans, quand j'ai travaillé avec Francisco Varela, que je le connais, etc., j'étais fasciné par les systèmes multi-agents, par la cybernétique, parce qu'effectivement, je voyais ces appareils qui faisaient des choses incroyables, non? Et à un moment donné, je me suis dit, attends, mais ces appareils qui font des choses incroyables, ce sont quand même des futurs vivants, ou est-ce qu'il y a une différence, non? C'est là où je me suis mis à travailler. Mais la vérité, c'est que, par exemple, chez les transhumanistes, les post-humanismes, enfin, on veut, la Silicon Valley, etc., celle qui s'appelle, je parle en italien, celle qui s'appelle la Singularity University, par exemple, sont des fanatiques qui vraiment pensent qu'on est dans un moment pivot de l'évolution et que dorénavant, la vie sur la planète sera une vie fondée sur de l'artificiel, par exemple, non? Et ils ne veulent rien savoir d'aucune mise en cause, toute mise en cause apparaît comme obscurantiste, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui soit nouveau, tous les nouveaux possibles de la machine, les fascine. Mais il ne se pose pas la question de dire, bon, mais ces nouveaux, cette nouveauté, comment sont-ils en train de changer la vie, la culture, le monde, non? Je te donne un exemple, qui est un exemple ridicule, mais d'un point de vue biologique, c'est comme ça. Il s'avère que les téléphones mobiles, les smartphones, etc., vu d'un point de vue de la biologie de l'évolution, c'est comme si l'espèce humaine avait eu une mutation majeure. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine est une espèce qui n'a pas la possibilité de communiquer à distance simultanément, immédiatement, dans n'importe quel point de la planète à l'autre. Donc, les téléphones mobiles, effectivement, ce n'est pas une mutation physique, anatomique, mais une mutation n'a pas besoin d'être anatomique, c'est-à-dire dans les corps, pour être physiologique, pour fonctionner comme une mutation. Alors, il s'avère que depuis quelques années, il y a une mutation dans les possibles de l'humanité
qui est le fait d'être tout le temps connecté avec tout le monde. Bon, ça, d'un point de vue de la biologie de l'évolution, est considéré comme une mutation majeure. Or, tout le monde est fasciné parce qu'on peut aller au supermarché et appeler son partenaire et dire « est-ce que j'achète des poireaux ?» et l'autre dit « n'oublie pas les poireaux », n'est-ce pas? Mais on est fasciné par le possible. Et on oublie de dire « oh non, mais ces modifications, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la culture, dans les vivants, sans aucun type de technophobie ni catastrophisme ?» Mais on doit penser, parce qu'on est en présence d'une puissance technologique énorme qui est en train de coloniser l'ensemble de nos vies. Et bon, il faut juste dire, mais où ça va? Non, où ça va? Et pour la plupart des gens, la question où ça va, ça ne se pose pas parce qu'on dit c'est le progrès. Toute innovation, c'est bonne. Et c'est pas vrai. Une innovation n'est ni bonne ni mauvaise. Mais ça joue même au niveau biologique. Si on reprend les travaux de Marianne Wolf, avec justement où elle montre que justement les cerveaux des reading brains sont différents de ceux des digital brains. Absolument. D'ailleurs, Marie Wolf, elle a travaillé là-dessus par rapport à la lecture. Elle a montré, effectivement. Moi, j'ai travaillé par rapport à... Bon, ce sont tous des travaux sur la délégation des fonctions cérébrales. Alors, moi, j'ai travaillé pour voir qu'est-ce qui se passe quand on délègue des fonctions cérébrales vers la machine. Par exemple, quand on délègue la fonction se repérer dans le temps et l'espace vers les GPS. Alors, c'était d'une évidence telle qu'il n'y a pas eu une seule étude, chose étonnante, hein, une seule étude qui contredit ça, qui dit que les cellules, les neurones qui s'occupent dans les troncs cérébrales de cartographier le temps et l'espace, comme tu délègues la fonction, et s'atrophie. Mais c'est, d'un point de vue logique, c'est une telle évidence qu'effectivement, personne ne peut contester ça, parce que tu vois, par exemple, c'est comme si tout à coup, tu ne bouges plus. Tu vois, tu as un fauteuil électrique, un ascenseur, et tu ne manges qu'avec une paille, tu vois. C'est sûr que tes muscles s'atrophient. Bon, la plasticité cérébrale dit ça. Ce dont tu t'en sers pas s'atrophie. Alors, bon, il y a effectivement un mécanisme qui est le mécanisme de recyclage des zones libérées. Mais ces mécanismes, tu vois, sont des mécanismes très très longs. Tu vois, par exemple, quand l'écriture était inventée, bon, voilà, il y a eu une délégation des fonctions parce que tout à coup, une partie de la mémoire vivante est passée vers l'écriture. Mais ça fait 6000 ans, tu vois. Alors, il y a eu tout un temps dans lequel les zones libérées se sont recyclées pour faire autre fonction, remplir autre fonction. Nous, en 40 ans maximum, même pas, tout le monde se rend compte, tu vois, qu'il ne connaît plus aucun numéro de téléphone, ne peut plus se repérer dans le temps et dans l'espace, ne peut plus faire un calcul, et encore et encore. Non? Alors, oui, il se passe quelque chose qu'au moins il faudra interroger. Sur la question de la technique, ça divise pas mal les milieux écologistes, je trouve. La plupart y sont contre, d'autres ne jurent que par elle, c'est tout le mouvement techno-solutionnisme. Toi, tu parles souvent d'hybridation du vivant. Dit comme ça peut peut-être faire peur. Toutefois, la séparation entre l'homme et la technique n'a jamais véritablement existé. Du moins, c'est la thèse de Bernard Stiegler, où il définit l'être humain comme un être exosomatique, en s'appuyant sur les travaux d'Alfred Lotka, que tu cites aussi. Est-ce que tu partages cette thèse? Qu'est-ce que tu entends par hybridation du vivant pour lutter contre la colonisation technoscientifique du vivant? Les exosomatiques, juste, c'est la façon de nommer, par exemple, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une mutation, que ce n'est pas une mutation de ton corps, mais le fait d'avoir un téléphone signifie une mutation. Exosomatique, dans ce sens-là, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est hybridé avec... on ne peut pas séparer la technologie et l'humain, non? Et les vivants. C'est-à-dire, il y a un vivant pur et la technologie. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, il y a d'amis de Grenoble, qu'on appelle main d'œuvre, comme pièces et main d'œuvre, non, qui sont des gens qui sont très, très critiques envers la technologie. J'ai beaucoup d'amis qui, quand ils voient le devenir actuel de la technologie, ils ont une réaction très technophobe, je dirais, ils ne sont pas technophobes irrationnels, ils ont des raisons, ils les développent. Bon, le problème, c'est que la technologie, elle est là, c'est une réalité. Et je pense qu'on ne peut pas partir de l'idée de dire
ce qui existe ne devrait pas exister. La question c'est bon, avec ce qui existe, et en plus existe avec une puissance incroyable, la question c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, non? On ne peut pas considérer, tu vois, tu peux toujours te dire, je sais pas, il y a une dictature, les nazis ont envahi la France, ils sont là, non, ils ne devraient pas être là. Bon, d'accord, tu peux dire, ils ne devraient pas être là. Mais on ne peut pas traiter la technologie comme ça, on ne peut pas dire la technologie nous envahit. Alors nous, on parle de colonisation technologique, mais ce n'est pas pour dire chasser les Anglais hors de la France comme Jeanne d'Arc, tu vois. La question c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gens qui disent la technologie va nous sauver, et oui, mais il faudrait quand même encore avoir un minimum de maîtrise, pour dire comme ça, c'est pas le mot que je préférerais, mais il faudrait avoir un minimum de maîtrise de cette technologie, parce que la technologie toute seule, comme ça, follement, c'est pas que ChatGPT et l'IA un jour vont dire et comment on pourrait résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Alors, je pense que les technophiles qui attendent de la technique tout ça, je pense quand même qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils se rappellent que quand même, pour que la technique nous sert, il faut quand même un protagonisme de la part des humains, donc qui oblige la technique à nous... Bon, pour le moment, on n'est pas du tout là. Alors, nous parlons d'hybridation. Hybridation, ça veut dire exactement, comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire que dans l'évolution de l'espèce, on ne peut pas séparer l'appareil technique utilisé, l'instrument, quel qu'il soit, du vivant. L'idée un peu de science-fiction, tu vois, qu'un homme et une femme à moitié à poil vont, ils cassent la machine, tu vois. Ou l'idée un peu plus banale de dire « Ah, mais la machine, je la débranche ». On n'est plus là, mais depuis très longtemps, on n'est plus là. Non? Tout est hybridé, notre cerveau, notre façon d'agir, la production, tout. Alors, la question est que cette hybridation, qui est une hybridation donc de fait, il y a deux voies. Une qui est la voie de la colonisation, dans laquelle les humains délèguent les fonctions. Par exemple, la macroéconomie, aujourd'hui, il n'y a pas un seul être humain qui décide quoi que ce soit dans la macroéconomie. Tu imagines que les calculs, les machines qui calculent, personne ne va dire « je n'y crois pas ». Tu vois, c'est-à-dire, on les appelle machines d'aide à la décision. Alors dire, celui qui aide, c'est l'humain. Hein. Ou en médecine, tu vois, tu as une terminale Big Data dans ton hôpital. Tu envoies les données de ton patient, et en quelques secondes, en ayant corrélé des milliards de données, il t'arrive les diagnostics et les traitements. Alors, quel est l'étouville qui va dire « mais je ne crois pas ». Tu vois. Alors, en fait, il y a une colonisation parce qu'on délègue sans cesse nos fonctions vers la machine. Cette délégation irréfléchie, massive, comme ça, est ce qui donne à cette hybridation un caractère colonisant, c'est-à-dire qu'on est colonisé par la machine. Comme je ne pense pas qu'on puisse abandonner ou rêver d'un monde sans machine, l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut opposer à cette colonisation. Ce qu'on peut opposer, c'est une hybridation vertueuse, pour dire comme ça. Une hybridation dans laquelle les principes organiques du vivant, de la culture, ne soient pas écrasés. Or, la machine, pas par méchanceté aucune, parce que la machine n'a pas d'intentionnalité, mais la machine dérégule. Tout ce qui sont nos régulations, nos cycles individuels, culturels, telluriques, écologiques, je sais pas, tous les cycles qui sont les propres du vivant, la machine va les déréguler, parce que la machine va droit au but, pour dire comme ça. Alors, nous devons inventer cette hybridation vertueuse, ce sont des hybridations dans lesquelles effectivement, les vivants, la culture, etc., arrivent à ne pas se faire bouffer par la puissance linéaire de la machine. Moi, je pense que c'est possible. Je suis convaincu que c'est la seule option qui pourrait défendre un peu les vivants et la culture. Et je pense que, un peu dans votre livre, voilà, il y a tout à fait de façon très concrète une position prise là-dessus, c'est-à-dire ni technophile ni technophobe, mais de dire, bon,
ça existe et comment on fait pour l'utiliser d'une façon qui respecte les régulations et les cycles de la nature. Justement, dans cette singularité du vivant, tu parles de cycle, de rite, de rythme. L'agriculture, elle rompt toujours plus avec ses cycles. On désaisonne les bêtes pour avoir du lait toute l'année, on chauffe les serres pour faire des tomates aussi toute l'année. Cette volonté de toujours plus, de dépassement de toute limite, en fait, et ça ne se borne pas seulement à l'agriculture, c'est présenté comme un progrès. Mais ce progrès, il est au détriment de quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un progrès comme on parlait à l'époque de Hegel, du progrès. Ce sont des innovations. Non ? Alors, dans l'agriculture, ça paraît comme plus flagrant. Non ? Parce qu'un citadin, tu vois, qui se vit comme un être individuel, isolé, et il prend les métros plus vite. Bon. Mais dans l'agriculture, c'est vrai que, c'est le sujet de votre livre, hein, dans l'agriculture, effectivement, ça semble plus flagrant le fait qu'on ne tient plus compte que la Terre est un être vivant, tu vois, qu'il y a des cycles, qu'il y a une cohabitation entre l'agriculture et la Terre ou les bêtes, non ? Qu'il y a une cohabitation nécessaire. Alors, effectivement, on peut toujours transgresser ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des points critiques qui se manifestent de cette transgression-là, qui ont à voir avec le fait que, comme tout est lié, ça a à voir avec le réchauffement, ça a à voir avec la canalisation des cours d'eau, par exemple, avec des inondations, avec des sols qui deviennent imperméables, avec des terres qui, à force de pouvoir les faire vivre artificiellement, ils deviennent stériles, non ? Alors, je pense que c'est là où ce que je disais au départ, tu vois, par rapport à cette complexité qui apparaît comme un mur, tu vois, à cette vision productiviste, extractiviste, non ? Et c'est là où la sagesse prend la forme, vous deux, non ? La sagesse prend la forme de cette expérimentation de comment on fait avec les cycles, tu vois. Voilà, vous n'êtes pas une majorité, mais quand même, vous n'êtes pas les seuls, heureusement, des jeunes gens, tu vois, ou des moins jeunes gens, mais surtout beaucoup de jeunes, qui essayent d'aller vers une sagesse, tu vois. Alors, vous savez, comme pour caricaturer, tu vois, tu as deux voies pour aller vers la sagesse quand vous êtes des jeunes. Vous pouvez aller dans une salle de méditation et méditer, et vous sortez, et après vous êtes un requin qui gagne des sous, tu vois, ça fait tout. Ou vous pouvez aller vers la sagesse comme vous le faites vous, tu vois. Allez voir comment on cohabite avec l'altérité des cycles, tu vois, et comment on se soumet non pas à la discipline du gourou, mais à la discipline du vivant. Il y a des cycles, on ne peut pas tout faire, tu vois, parce que vous êtes des gens qui expérimentent que les limites ne sont pas des bornes à dépasser, les limites protègent, tu vois, et c'est là où vous êtes une expérience vivante de sagesse. Je pense que c'est de ces côtés-là que se joue une hybridation vertueuse, ou la recherche, au moins. Et du coup, la résistance du vivant, elle est pour toi un concept théorique fondamental, justement sur lequel se base la singularité du vivant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Et est-ce que ça a un rapport avec le concept d'anti-entropie développé par François Bailly et Giuseppe Longo ? Le vivant résiste, mais la vérité c'est que, comme je dis souvent dans le séminaire, il faut faire attention parce que la résistance du vivant, c'est pas une résistance héroïque, fantastique. Les vivants résistent en disant non. C'est-à-dire le cancer, par exemple, tu vois, c'est-à-dire le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'inondation des terres devenues imperméables, tu vois. Ça veut dire le développement des cancers par utilisation des phytosanitaires, tu vois, par les agriculteurs, tu vois. Donc, la résistance fondamentale, malheureusement, du vivant par rapport à cette fuite en avant technologique et extractiviste, pour le moment, c'est comme si je te disais, tu vois, quelqu'un résiste à une occupation, résiste à une tyrannie, mais il résiste comment ? Parce que l'autre veut le faire travailler ou l'exploiter, et tout à coup, le corps se tombe. Tu comprends ? Alors, il y a une résistance qui est une résistance pathétique, terrible, tu vois, mais réelle, qui est la résistance, c'est que ça ne va pas. Tu vois ?
Alors il y a une première résistance qui est la résistance que malheureusement c'est la seule que les capitalistes, les néolibéraux, les extractivistes devront tenir en compte, tu vois, qui est la résistance de que tu vois, tu exploites, et finalement, poum, ça tombe, tu vois, c'est-à-dire... Tu n'as pas la résistance comme dans Le Seigneur des Anneaux, où les arbres se révoltent, ou dans un type de fable comme Avatar, où on fait croire que... Moi, je n'ai pas vu ni Avatar. Non, mais moi non plus, mais c'est un peu ce genre de récit où finalement c'est la nature qui... Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce récit, la nature? Et ben, du coup, finalement, elle va détruire le vilain capitaliste. Eh ben non, tu vois, malheureusement, la résistance négative du vivant est une résistance parce qu'il s'est détruit. Tu comprends? C'est-à-dire... donc les extractivistes, les fous comme ça du productivisme, ils sont obligés, bien malgré eux, tu vois, ils sont obligés de tenir compte de que, attention, on ne peut pas tout faire parce que si je fais tout, ce qui se passe, c'est qu'il tombe. Tu vois, je ne sais pas, tu as un percheron, et toi tu mets encore plus de charges, et tu dis, non mais le percheron, il y a un moment donné, comment il résiste le percheron? Alors, je n'ai pas vu de film dont tu parles, mais si l'idée est que le percheron à un moment donné dit non et il chante de l'international, non. Tu vois, le percheron résiste parce qu'il meurt. Alors c'est ça le problème, tu vois, il n'y a pas une résistance héroïque, positive de la nature, tu comprends? Il y a une résistance de la nature qui dit, bande de cons, je meurs. Alors, ça c'est important, pourquoi? C'est important pas pour être catastrophiste, sinon pour dire, ah bah regarde, tu vois, les Chinois, tu vois, que c'est l'extractivisme, le productivisme, la discipline, je sais pas quoi, tout à coup, ils ont produit pour la première fois cette année une baisse dans leur incidence dans le réchauffement climatique, la production de CO2. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis plein d'éoliennes et plein de... capteurs solaires, énergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus écologistes? Pas du tout. C'est parce que les grands extractivistes, à un moment donné, et bien malgré eux, se rendent compte que les percherons vont mourir. Tu vois? Alors, les percherons vont continuer à mourir, c'est-à-dire la nature va continuer à être détruite, mais la résistance négative, il ne faut pas non plus la négliger parce qu'elle est négative, mais tu vois, par exemple, tous ces cons qui nous gouvernent, tu vois, ils n'ont rien à foutre, tu vois, que les gens crèvent de cancer, mais s'en foutent. Mais si ça coûte trop cher, si tout à coup ils ne peuvent plus produire, ou si tout à coup il n'y a plus de naissance d'enfants, tu vois, alors là, tu vois, alors donc, cette résistance négative, tu vois, qui est une horreur, hein, il ne faut pas l'avoir trop d'un mauvais œil, dans le sens auquel les sales cons, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force, et voilà, les percherons sont morts. Alors ils disent, bon, il te reste 2 percherons, tu continues du con ou pas? Alors ils continuent, mais ils commencent à apprendre, tu vois, ce que vous cherchez, avec sagesse, avec un amour, tu vois, avec un intérêt, ah mais merde, c'est vrai, l'homme n'est pas un empire dans l'empire, et vous les cherchez comme une joie. Tu vois, cette articulation avec les cycles. Et ils acceptent les cycles parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, tu vois, en se disant la prochaine fois je t'aurai. Mais au moins, la destruction est devenue notre allié principal pour que tous les salopards, tu vois, qui détruisent la planète, se disent, bon, alors, il ne faut pas être trop optimiste, tu vois, à Mendoza, une province de l'Argentine voisine de la Cordillère, c'est là où ils sont en train de casser les glacières, ils sont en train d'utiliser toute l'eau potable pour des projets extractivistes. Donc la destruction va continuer. Je ne vais pas être un optimisme exagéré, que je ne le suis pas. Mais c'est important de tenir compte que pour les salopards, la résistance négative, comme ça touche leur poche, leur intérêt, je sais pas quoi, ça compte. Et après, il y a la résistance positive. La résistance positive, c'est vous, c'est ce que j'essaie de faire, c'est toutes les myriades d'expériences de vivre autrement, de chercher des modes de désirer autrement, tu vois, que bon, cette résistance positive, elle est multiple, elle est contradictoire. Dans votre bouquin, vous le montrez, par exemple, quand vous parlez des glyphosate, par exemple, cette multiplicité des points de vue, c'est pas manichéen. La résistance positive existe, et quel est son rôle de mon point de vue? De mon point de vue, c'est que plus il y a des blocages,
plus s'ouvrent des zones pour les alternatives, tu vois, dans les fissures du système. Et aussi, elle est fondamentale parce que, comme il n'y aura pas pour tous, il n'y aura pas de l'eau pour tous, il n'y aura pas de la bouffe saine pour tous, c'est important quand même qu'il y ait des expériences qui montrent qu'il est possible une production, qu'il est possible un autre mode de s'alimenter, de produire. Tu vois, voilà, du côté de la résistance, c'est ça. Après, effectivement, moi je pense qu'il y a une résistance plus classique, qui est la résistance des groupes qui résistent, des classes qui résistent, des peuples qui résistent à la destruction, à l'oppression. Alors pour le moment, malheureusement, historiquement, les modes de résistance justes nécessaires, ils ont du mal à s'articuler avec la résistance nécessaire du vivant. Pour le moment, ils font du mal, tu vois, à s'articuler. Sur la question de l'engagement, de la nouvelle radicalité que tu prônes avec le collectif malgré tout, tu valorises des expériences décentralisées. Pourquoi les initiatives locales sont pour toi la seule forme de résistance qui a du sens, si j'ai bien compris ta pensée? Alors, tu vois, c'est une vieille tradition en philosophie, tu vois, qui vient de Spinoza, voilà, qui consiste à mettre en cause ce que la modernité occidentale et le colonialisme a créé, qui est l'idée qu'il y a un monde qui englobe les locales, que les locales sont les parties du monde. Cette vieille tradition philosophique est aussi culturelle parce que les autres cultures ne pensaient pas ça. Hein. C'est de dire, il n'y a que du local. Il n'y a que du local. Il n'y a pas un tout qui englobe les locaux. Non? Et alors on dit, mais l'universel, ce qu'on appelle l'universel, il est sous un certain mode dans chaque local. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous développons par exemple un laboratoire social dans la banlieue à Paris ou ailleurs, non? On dit, tu vois, il y a deux positions. Une qui dit, ouais, mais nous ici on est dans une banlieue, comment on va décider sur la vie qui se décide en haut, je ne sais pas quoi. On dit non, la question c'est de dire, dans ce quartier-ci, comment le monde existe, comment se reflètent tous les problèmes du monde dans ces quartiers-ci. Non? Alors ça ne veut pas dire que tous les problèmes du monde se reflètent clairement, n'est-ce pas? Mais la différence c'est de dire, soit je pense que le local c'est une partie du global, alors c'est les fameux agir local, penser global. Soit on se dit, il n'y a pas la globalité, c'est une invention coloniale, il n'y a pas de globalité. La globalité, s'il existe, elle est enveloppée dans chaque local. Alors, pour nous, ça c'est un geste décolonial fondamental, c'est-à-dire l'Occident et toute la culture occidentale colonialiste, votre universel abstrait, on n'en veut pas. Non? Il faut agir local et penser local. Parce que dès que ta pensée devient abstraite vers un global, etc., illusoire, tu deviens impuissant. Alors la question c'est ça, comment on trouve des agirs locaux, situés, non séparés, tu vois. Et dans le titre du séminaire, c'était marrant parce que c'était pas comprendre et agir, mais agir et comprendre. Si, parce que la compréhension, elle vient de l'agir. Ça c'est pas communément partagé. D'habitude, on aurait tendance à dire il faut d'abord comprendre la situation avant de se mettre en mouvement. Non, pour nous, effectivement, les moments de la compréhension, comment assis dans ta bibliothèque, et qu'après tu vas agir, n'existait pas cette illusion, ça. C'est dans l'agir qu'on comprend. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, bon, si tu veux, tu vas à la bibliothèque pour approfondir ta compréhension, bien entendu. Mais la compréhension naît de l'agir. C'est en agissant qu'on arrive à comprendre des choses, parce que c'est en agissant que la compréhension devient nécessaire pour être puissant dans notre agir. Sinon, on tourne en rond. Mais la compréhension, il y a beaucoup de savoirs. Il y a des savoirs construits un peu de façon abstraite, qui sont très utiles, très intéressants. C'est toute la philosophie de l'académie, pour dire comme ça. C'est très intéressant, hein, moi je les étudie, mais tu sens quand même que tu te dis, mais quel est le rapport avec la vie, non?
Et alors Deleuze, il dit quelque chose de très concret, bien que lui, il n'agissait pas trop. Mais bon, dans tous les cas, il dit, à vrai dire, la solution, conceptualiser, est toujours conceptualiser des problèmes concrets qui se présentent. On pense par rapport à des problèmes concrets. Je dirais plus, moi je pense sincèrement, même en tant que clinicien, que la vie n'est pas quelque chose de personnel, tu vois, que vivre signifie jusqu'à quelle quantité tu peux absorber de l'époque, tu vois, de ce que sont les problèmes de l'époque, les défis, pour dire défis, pas problèmes, tu vois, mais les défis de l'époque. L'exemple, tu vois, pour comprendre ça, c'est, tu penses en peintre, tu vois. Un peintre, il peut soit faire des petites décorations, s'il y en a une qui marche, il le vend, il devient riche, soit il peut se laisser traverser par les défis artistiques de l'époque, tu vois. Et alors, c'est une question de, tu as plus de vie, tu vois, c'est-à-dire la vie devient plus grande, plus profonde, plus intense, quand plus tu te laisses traverser par ce que sont les défis de l'époque. Tu vois, pareillement, si tu veux un autre exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui vit sous une dictature. Soit il dit, j'ai fait ma petite vie, mais alors, tu vois, sous une dictature, ta petite vie devient toujours un peu comme peau de chagrin, tu vois, parce que à chaque fois, tu peux faire moins de choses, tu vois, parce que, par exemple, tu disais, bon, mais je vais voir les films, je vais ma petite vie, mais je vais voir les films que je veux. Ah non, il y a la censure. Et bon, je fais ma petite vie, mais je lis les livres que je veux. Non, il y a la censure. Bon, je fais ma petite vie, mais je vois les amis que je veux. Non, parce qu'il y a des amis qui sont signalés, c'est dangereux. Bon, je fais ma petite, tu vois, et alors, tu vois, ta petite vie, elle devient chaque fois plus petite. Alors, qu'est-ce que signifie vivre, par exemple, dans les cas d'une dictature? Vivre dans les cas d'une dictature, c'est assumer les défis que la dictature pose, c'est-à-dire la lutte pour la liberté. Bon, ça, c'est pareil, dictature ou pas dictature. Vivre signifie se laisser traverser pour la plus grande quantité possible de ces défis que tisse l'époque. Et ça, c'est un peu en opposition avec l'individu moderne que le récit collectif actuel dominant tente à faire passer. Absolument, tu vois, c'est-à-dire les mecs, les nanas, tu vois, ils sont contents parce qu'ils fonctionnent. Tu vois, ils consomment ce qu'il faut consommer, ils gagnent les sous, ils font comme les chiens, tu vois, prenez les caniveaux, tu vois, ils font ce qu'il faut faire au moment qu'il faut les faire. Alors c'est très anxiolytique, ils sont contents, tu vois, ils sont contents. Mais la vie vécue comme quelque chose de personnel, c'est un drame qui devient peau de chagrin, et ces peaux de chagrin, ça se voit à l'époque de la retraite, tu vois, c'est-à-dire quand les gens prennent la retraite et qu'ils perdent l'exosquelette, tu vois, le boulot, la consommation, les vacances en juillet, août, etc. Tout à coup, ils disent « Oh, les vieux sont déprimés ». Non, les vieux ne sont pas déprimés. Le problème, c'est que les vieux, ils découvrent qu'ils étaient déprimés toute leur vie. Tu vois, ils découvrent que, comme il y avait un exosquelette, ils croyaient vivre, tu vois. Mais la vérité, c'est que les vides qui sont la personne vieillissante est la découverte du vide qui a traversé toute sa vie, parce qu'effectivement, la vie ne peut pas être quelque chose de personnel. Tu vois, moi, je travaille en psychiatrie, en psychanalyse, en psychothérapie, tu vois, phénoménologique, c'est pas très orthodoxe, tu vois, depuis très, très longtemps. Et moi, en tant que clinicien, la question, tout ce que je vois, c'est que quelqu'un qui va mal, et quelqu'un qui est par pathologie grave, psychose, un truc comme ça, bon, effectivement, là, c'est une autre chose. Mais surtout, le névrosé typique, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de la cage d'une vie personnelle. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi et bravo encore pour votre bouquin.